part, je travaille pour Eura Santé, donc, qui est l'agence de développement économique de la région Hauts-de-France. Donc, Eura Santé, en fait, c'est l'animateur de 2 incubateurs, le bioincubateur Eura Santé et l'incubateur Eura-Alimentaire. Et on est aussi l'animateur du pôle de compétitivité Clubster NSL. Donc, vous verrez, je vous donnerai un peu plus d'éléments dans les suites des slides. Donc, la région Hauts-de-France, c'est le 3e pôle d'excellence pour les activités de santé et nutrition en France. Vous avez quelques statistiques qui sont affichées sur cette slide sur le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires notamment. Donc, sur le secteur de la santé, c'est un peu plus de 12 milliards de chiffre d'affaires dans notre région. On est la première région pour le développement des textiles technologiques, première région pour la nutrition et les ingrédients fonctionnels, 3e région pour le data management et les santé. Donc, il y a pas mal d'entreprises dans notre écosystème qui sont sur ces sujets-là. Donc, Eura Santé, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les porteurs de projets depuis l'esquisse ou l'ébauche d'une idée jusqu'au lever de fonds et à l'introduction en bourse. Et pour ça, en fait, on est organisé en interne avec plusieurs types de services, notamment de consulting, et on accompagne en fait les porteurs de projets dans leur recherche, dans du matchmaking, dans de la création de l'entreprise et dans tout ce qui est aussi effectivement les différents sujets d'un montage d'un projet, donc obtenir les financements, recruter les bonnes personnes, décrocher de nouveaux marchés. Donc ça fait partie de nos activités de base. Et pour cela, en fait, on est donc bien organisé en interne. Donc on est un peu plus de 100 maintenant dans différents services. Et moi, je travaille au sein du service accompagnement et développement des entreprises. Au niveau des expertises, donc on a vraiment deux champs d'activité. Au niveau des chercheurs, tout ce qui concerne la valorisation de la recherche. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les chercheurs à aller en fait créer de l'activité et ensuite valoriser leur création sur le terrain industriel. Ça fait partie d'une de nos activités. Et puis de l'autre côté, on a effectivement tout le pan d'activité qu'on a et qu'on propose via nos systèmes d'incubation et d'accélération, mais aussi à tout l'écosystème des entreprises en région. Donc, sur tout le volet en fait d'un projet, que ce soit sur de la partie innovation, sur comment en fait développer son marché, faire des études, la partie test qui est extrêmement intéressante et pertinente, notamment sur des sujets comme les prestations de soins à domicile. Donc, il y a beaucoup d'entreprises innovantes qui se positionnent sur ce secteur-là. Tout ce qui concerne la recherche de financement, le RH, on a un panel d'expertise qui est assez large et qui nous permet d'accompagner de façon très adaptée les porteurs de projets. Quelques slides sur ce qu'on fait au niveau de notre process d'incubation. Donc, on a incubé plus de 200 projets pour un total de 400 millions d'euros de fonds levés en 20 ans depuis la création d'Eura Santé. Donc, c'est une belle réussite, je dirais. Et on a démarré une initiative il y a 4 ans de ça sur la partie alimentation. Et donc, on a un incubateur dédié sur ce sujet-là en alimentation qui fonctionne aussi très bien. Et puis, je vais finir sur la partie, effectivement, pôle de compétitivité, parce qu'on n'est pas qu'une agence de développement à l'échelle de la région de France, mais on est aussi un pôle de compétitivité national. Et ce pôle de compétitivité, c'est le Clubster NSL, donc NSL pour nutrition, santé et longévité. L'idée de ce pôle de compétitivité, c'est de pouvoir networker, parce qu'il y a un réseau, en fait, avec 300 adhérents qui regroupent tout aussi bien des établissements que des grands industriels du secteur de la santé et de l'alimentation. Dans ce cadre-là, on organise beaucoup d'événements. Ils travaillent aussi beaucoup sur des projets de R&D. Donc, depuis la création du Clubster, on a permis à 120 projets d'être financés à une hauteur de 200 millions d'euros. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Et dans ce cadre-là, en fait, d'activité, on accompagne aussi des projets dans la création aussi d'ateliers, de webinaires. Et dans le contexte actuel, on s'est associé avec Comarch justement sur un sujet qui, je pense, est beaucoup d'actualité en ce moment dans le cadre du Covid. C'est ce sujet-là de la digitalisation en fait des activités et comment en fait le numérique peut permettre au secteur des prestataires de soins à domicile de pouvoir dynamiser leur activité, d'augmenter leur performance. Et c'est à ces sujets-là en fait et sur ces enjeux-là que Comarch va vous donner quelques éléments. Donc ce que je propose, c'est que je vais laisser la main, merci beaucoup de votre attention, et puis je vais laisser la main maintenant à mes collègues de Comarch.
Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. C'est OK, tout le monde voit? J'en déduis que c'est oui. Alors, présentation rapide de Comarch et du pourquoi on se retrouve aujourd'hui à parler du secteur de la santé. Donc, chez Comarch, nous sommes éditeurs, intégrateurs et hébergeurs de solutions IT. C'est un groupe qui s'est constitué en 1993 à l'initiative de Janusz Filipiak, qui est aujourd'hui encore d'ailleurs CEO de l'entreprise. C'est un groupe qui compte plus de 6500 collaborateurs répartis au travers de 100 pays dans 57 filiales. Et ce qui est important de retenir, c'est que on a toujours eu à cœur d'investir beaucoup en recherche et développement. Et rien que sur l'année passée, on a investi 16% de notre CA dans la recherche et développement. Ce qui est important aussi, et on le verra par la suite au travers des solutions qu'on propose, c'est qu'on est également hébergeur et donc opérateur de data center. On a nos propres data centers et on est présent au final dans 18 data centers dans le monde entier. Comarch, ces solutions sont reconnues par un ensemble d'acteurs également connus sur le marché tels que Gartner, Forrester, IDC notamment. Mathieu, est-ce que je peux juste te demander, en fait, j'ai l'impression que ça s'affiche pas en grand écran. Ah, très Euh, bien. Ah, c'est le switch de l'écran peut-être. Je vais couper mon deuxième écran à ce moment-là. Hop. Est-ce que c'est mieux? Là, du coup, on te voit toi. Ah, Il n'y a plus la présentation. très bien. Bon, je vais la repartager. Cette fois-ci. Ouais, super. Oui, alors le groupe Comarch s'est d'abord créé autour des solutions de télécommunication, donc tout ce qui était solutions de facturation OSS, BSS, avant de rapidement élargir son portefeuille de solutions avec des solutions de gestion type ERP, des solutions de business intelligence et aussi des solutions d'aide à la décision, des solutions de fidélisation et d'engagement, alors plus cette fois-ci dans des secteurs retail par exemple, des solutions à destination de la banque et de l'assurance, des administrations publiques et ce qui nous concerne plus à aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'IoT et au secteur de la santé. Alors, si on fait un focus sur la division santé, quelques chiffres, il faut savoir que cette division a 12 ans d'existence au sein du groupe. C'est plus de 650 personnes qui travaillent quotidiennement sur l'ensemble des solutions dédiées aux acteurs de la santé. Ce qui fait notre vraie différence sur le marché, et ce qui est plutôt rare, je pense, c'est le fait qu'on intègre une clinique privée sur le siège de Cracovie, une clinique qui nous est propre, dans laquelle travaillent plus de 100 médecins. Et ça donne tout son sens aux solutions qu'on peut proposer aujourd'hui, puisque le chiffre que vous voyez en haut de 100 millions d'investissements en recherche et développement, on le supporte et on travaille essentiellement sur ces sujets-là avec les médecins qui font partie de cette clinique. C'est vraiment pour nous un objectif concret d'avoir des réponses qui sont des vraies réponses aux besoins du marché et aux attentes des personnels, que ce soit médicaux, sociaux ou paramédicaux. À aujourd'hui, Comarch, c'est plus de 23 000 patients qui sont suivis à distance au travers des solutions qu'on peut proposer. La division Comarch s'est enrichie l'année passée, et notamment en France, par l'achat de la société 2CSI, donc 2CSI qui était une société reconnue d'une trentaine de personnes et qui proposait notamment des solutions de gestion d'établissement. Et ces solutions sont venues enrichir le portefeuille de Comarch. Lorsqu'on s'attache au portefeuille de solutions dédiées à la e-santé, dédiées à la santé sur la France et de manière générale en Europe, Comarch propose des solutions de gestion d'établissement, donc tout ce qui va être MCO, SSR, solutions de gestion pour les EHPAD, solutions de gestion bien évidemment pour les PSAD, et c'est un peu le sujet du jour. On travaille notamment avec LVL et aussi avec le groupe Antadir. On propose aussi des solutions de télésuivi et de télésurveillance. Donc, on a une solution qui s'appelle eCareBand, qui est un bracelet connecté à destination des personnes âgées et qui va permettre de monitorer un certain nombre de signes vitaux et aussi, par exemple, de détecter la chute. On a aussi une cardioveste, qui est une veste qui va permettre de suivre, d'avoir un monitoring cardiaque en continu, qui est plutôt discrète et qu'on commercialise également en France. En termes de téléconsultation, on propose une solution qui s'appelle le Diagnostic Kit et qui va regrouper dans une valise un ensemble de matériel et qui vont permettre de faire une sorte de téléconsultation augmentée, peu importe où vous vous trouvez, et le tout sera relié à une plateforme qui s'appelle eCare et qui va permettre de réceptionner les données et par la suite de les partager.
Donc on le verra, et c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui, la notion d'objets connectés, hein. Les objets sont de plus en plus présents dans le domaine de la santé, et qui plus est dans la santé à domicile. Donc il faut savoir que Comarch travaille sur ses propres objets connectés. Je vous en parlais au préalable avec notamment l'Ikerbend, et aussi cette mallette Diagnostic Kit. Alors, c'est pas que nos solutions, bien évidemment, mais il y a aussi nos objets connectés dedans. Et de manière générale, on est assez agnostique, c'est-à-dire qu'on est complètement ouvert, on est assez interopérable, et on permet l'intégration d'objets connectés tierces aux solutions Comarch. Et autre élément important, j'en parlais en préalable lorsque je vous présentais la société, c'est la notion d'hébergement des données de santé. Il faut savoir qu'en France, on a 2 data centers, un sur Lille et un sur Cergy, qui historiquement était celui de CSI, qui sont 2 data centers qui sont certifiés HDS et ISO 27001, et qui permettent l'hébergement des données de santé d'un point de vue très qualitatif et sécuritaire, donc vraiment en accord avec les normes françaises. Alors, je vais maintenant rentrer dans le contexte et du pourquoi on se retrouve ici, et pourquoi on souhaitait prendre la parole. C'est notamment l'EPSAD à l'ère de la télémédecine. Donc, je ne vais pas revenir sur votre métier, je crois que vous le connaissez très bien, hein. C'est un métier qui est vraiment au visage multiple, un métier qui adresse à la fois la mise à disposition de services et de dispositifs médicaux pour le suivi des patients en domicile. Mais ce qui m'intéresse surtout à aujourd'hui, et ce sur quoi on va beaucoup rebondir, c'est que l'EPSAD, finalement, prennent depuis quelques années un rôle central dans le cadre du parcours de soins. C'est un rôle, une position qui a été renforcée avec la crise, et cette position, finalement, elle amène un certain nombre d'enjeux. Donc les enjeux de la santé pour l'EPSAD, c'est un peu les enjeux de la santé aujourd'hui. C'est-à-dire que face à la désertification et à la volonté d'avoir un même accès aux soins pour tous, face à une volonté d'améliorer les soins, face finalement à la prévalence aussi des différentes maladies, des maladies, alors excusez-moi, j'ai perdu le terme, la prévalence des maladies, le nom m'échappe. Euh, Longue durée. de longue durée, exactement, excusez-moi. On a un rôle au niveau des PSAD qui est vraiment de plus en plus central, et qui amène à des enjeux pour les PSAD qui sont notamment ceux de l'employabilité. Comment je vais être à même, moi, en tant que PSAD, de proposer la meilleure des compétences, le meilleur dispositif médical en face d'un patient, toujours dans une logique de maîtrise des coûts, et toujours dans une logique d'un meilleur pilotage des interventions. Ça, c'est un des enjeux, je pense, sur lesquels rebondiront les intervenants par la suite. Et aussi, un des enjeux clés qu'on a pu noter, c'est l'accélération du virage de la télémédecine. Donc, on a toujours eu un ensemble d'objets connectés, et j'en parlais précédemment dans la notion de soins à domicile. Ce nombre d'objets connectés est amené à évoluer, à augmenter, et en gros, en quoi derrière l'EPSAD vont être à même de faire le relais au travers des solutions qu'ils pourront proposer avec l'ensemble des personnels intégrés sur le parcours de soins, que ce soit du médical, du paramédical, ou une nouvelle fois du social. Et un autre enjeu clé qui sera abordé, c'est celui des nouveaux modes de régulation. Donc on a une tendance assez croissante, on ne va pas dire au déremboursement, mais en tout cas une baisse d'un certain nombre de remboursements sur des interventions. Il est essentiel d'aller vers des nouveaux modes de régulation. On en a vu émerger, notamment avec, pourquoi pas, une facturation à la performance pour tout ce qui touche à l'apnée du sommeil. Il y a des questions qui sont centrales sur le sujet, et qui seront creusées par les intervenants par la suite. Et je vais notamment laisser maintenant la parole à Bruno sur cette seconde partie. Oui, alors bonjour à tous. Bruno Hamelin, comme le disait Sohail en présentation, je suis directeur de mission chez Comarch. Et là, je vais vous présenter quels sont les différents enjeux tels qu'on les perçoit, nous, en tant qu'éditeur logiciel, au contact de nos clients. Alors, bien sûr, on mène une veille technologique et fonctionnelle, mais on aime énormément échanger avec nos clients pour être au plus près des besoins et sentir quelles sont les problématiques principales et les enjeux des métiers de nos clients. Donc, si on passe sur la slide suivante, alors en tant que prestataire de santé à domicile, une des composantes importantes de ce métier, c'est de prendre en compte la distance
et le temps de trajet. Et donc, de traiter correctement toute cette problématique d'intervention à domicile, de considérer les compétences des intervenants, considérer les positionnements, la localisation des patients, les ressources disponibles pour organiser au mieux les interventions et donc maximiser le temps consacré aux patients. Alors sur quel levier on va pouvoir s'appuyer? Et bien sûr, le taux d'occupation qu'on va chercher à améliorer. On va également chercher à libérer du temps consacré par ailleurs à des tâches administratives pour se consacrer essentiellement au métier du prestataire de santé. On va, à l'aide d'outils, euh, chercher à anticiper les besoins et planifier au mieux à l'avance les besoins pour planifier donc toutes ces interventions et intervenir au mieux à domicile, tout en restant flexible, parce que c'est un métier euh, bourré d'imprévus où il faut être capable de réagir et au dernier moment de remettre en cause un plan d'intervention. Bruno, je vais peut-être rebondir du coup sur le retour d'expérience et de manière générale quelques commentaires. Juste un tout petit préambule. J'ai répondu de manière amicale à la demande de Bruno, avec qui nous avons collaboré dans d'anciennes vies réciproques. Je suis libre, moi, de tout conflit d'intérêts, je tiens à le préciser au travers de cette intervention. Je n'ai plus de lien ni avec la FEDEPSAD, ni avec l'UMPDN, ni Omperf et Alcura pour mes anciennes missions pour lesquelles j'ai eu la chance de travailler, d'intervenir. Néanmoins, c'est sur la base de ces expériences à la fois syndicales et dirigeants d'entreprise de PSAD que j'ai accepté amicalement de donner un peu d'éléments de contexte aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'il est essentiel de rappeler un des principaux enjeux autour de ce qui vient d'être exposé à la fois par Mathieu et Bruno, en effet, notamment sur l'enjeu prioritaire finalement de tout ça. Un des premiers enjeux, c'est de recruter des patients. Hein, c'est comme ça que l'activité démarre. Et puis ensuite, c'est de mettre à disposition un dispositif médical et une compétence, une ressource humaine, sur la base desquelles on peut du coup réaliser les prestations, les interventions et la sécurité. Pourquoi ces enjeux IT, informatique, process, qui sont assez proches finalement dans les organisations, sont essentiels? Eh bien parce qu'on le sait, pour ceux qui œuvrent chez les PSAD depuis peu ou depuis plus longtemps, nous sommes confrontés à des hausses de volume en général, c'est pas tout le temps vrai, mais de manière générale, et donc le régulateur, le CEPS, cherche en permanence depuis des années des économies sur les enveloppes de remboursement et demande donc aux professionnels du secteur de trouver des leviers de productivité, pour appeler un chat un chat. Comment y parvenir? L'enjeu essentiel, de mon point de vue, de mes expériences dans ces entreprises et autour d'échanges avec des prescripteurs, des pharmaciens, des patients, des collègues ou concurrents ou compétiteurs, peu importe, finalement, c'est le temps que l'on dégage aux intervenants, qui sont l'élément perceptible et au plus proche du patient, qui dégage la valeur ajoutée finalement de cette profession, même si toute la chaîne qui est en amont et qui permet qu'elle se réalise, je pense à la gestion administrative, à la logistique, et à toutes les fonctions support, mais finalement la finalité même, l'essence même de ce métier, c'est de libérer du temps pour réaliser des prestations de qualité et être le plus longtemps possible à proximité du patient, à son contact, pour réaliser ces interventions. D'où les items, effectivement, qui sont essentiels autour de la productivité, c'est un vilain mot, mais c'est une réalité économique aussi dans les entreprises. Et puis surtout, avoir les bonnes compétences, le bon dispositif au bon endroit, au bon moment, pour cette fameuse prise en charge la plus optimale, la plus qualitative, et ainsi réaliser des prestations reconnues et facturables par les prestataires. Donc ces enjeux de process sont vraiment essentiels et sous-tendent cette activité et permettent de délivrer cette qualité de service et répondre aussi aux logiques économiques, puisque le coût d'intervention, le coût par patient, est un des indicateurs regardés par le CEPS. On l'a vu dans l'apnée du sommeil, mais pas que. Mes dernières interventions l'an dernier ont pu se focaliser sur la perfusion à domicile,
avec notamment une recherche d'évolution de modèles pour précisément, sans jamais dégrader, évidemment, naturellement, ça c'est un prérequis, la qualité des prestations déployées, comment rendre ces dernières prestations plus compétitives. Voilà. Donc je peux qu'illustrer ces idées au travers de ces enjeux-là, évidemment. On va pouvoir passer sur la slide suivante. Donc toujours sur le sujet de l'optimisation des processus, là on a évoqué la problématique des interventions et comment mieux intervenir et organiser ces interventions à domicile. Mais il y a aussi tous les processus de l'entreprise, donc les processus administratifs notamment, sur lesquels on peut travailler pour fluidifier et sécuriser ces circuits dans l'entreprise. Alors, quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer? Eh bien, déjà une bonne connaissance des circuits dans un domaine qui est extrêmement réglementé, avec beaucoup de contraintes et un grand nombre d'opérations à réaliser, et notamment une facturation extrêmement complexe. Donc, une bonne connaissance, une bonne analyse de ces process afin d'identifier eh bien, quelles sont les améliorations possibles, comment on peut optimiser et mieux organiser ces process en entreprise, en interne, en limitant par exemple les actions manuelles, en mettant en place des automatismes, en accélérant les prises de décision avec par exemple des solutions de type workflow, et tout ça en respectant, comme je vous le disais à l'instant, des contraintes réglementaires qui sont extrêmement pesantes. Là aussi, finalement, si je devais revenir à l'enjeu prioritaire, hein, de nouveau sur ces notions de process, de réglementation, qui évidemment sont essentielles et garantissent la bonne dispensation du dispositif et de la prestation. C'est la qualité de service finalement perçue et délivrée par le patient, par son prescripteur, par son écosystème, puisque on a rarement moins de 5-6 intervenants autour d'un patient à domicile. En général, hein, il y a des pathologies, c'est moins, et puis d'autres plus. Donc finalement, comment faire communiquer toutes ces personnes-là, comment capter l'information, comment la capter de manière légale aussi, hein, que toutes les notions de réglementation autour de la gestion des données, bien sûr, données médicales, mais aussi toutes les données qui ont trait à cette activité. Et puis finalement, la qualité de service, la qualité de prise en charge du patient, elle est aussi possible parce qu'on a les meilleurs intervenants aux meilleurs endroits. Ça, c'est une évidence et c'est une nouvelle fois la valeur ajoutée même d'OMSAD, c'est la qualité de ses équipes, mais aussi de toutes les fonctions support, toute l'infrastructure, notamment informatique, qui vont permettre de donner ces éléments de sécurisation. Finalement, c'est souvent la bonne balance entre les personnes d'un côté et les process de l'autre. Donc, l'informatisation joue un rôle essentiel dans ces notions-là, et notamment pour garantir une grande flexibilité. C'est un métier d'archi réactivité. Alors, c'est pas le mode pompier, c'est pas le SAMU non plus, hein, c'est une autre activité, mais des délais à moins de la demi-journée pour des prises en charge, pour des astreintes, pour des suivis patients. Et donc, il faut que l'ensemble des processus de l'entreprise puissent être robustes, éprouvés, et que toutes les informations captées soient remontées, traitées par les bonnes personnes en temps et en heure, pour assurer une traçabilité, une continuité de prestations, et évidemment donc s'assurer que l'ensemble du dispositif qui, une nouvelle fois, vise à la prise en charge d'un patient à domicile ou son suivi, soit fait dans les meilleures conditions et avec le meilleur rapport qualité-prix, coût délivré versus prestations réalisées. Donc la qualité de service, je dirais, est un item essentiel à mettre et qui s'appuie sur ces éléments-là de système d'information et de processus, une nouvelle fois, assez intimement liés. Slide suivante, s'il te plaît, Mathieu. Donc ensuite, un autre sujet qu'on souhaitait adresser et qui est un sujet majeur
pour l'activité des prestataires de santé à domicile, c'est la collecte des données. Alors pourquoi c'est un sujet qui devient de plus en plus important? Parce que tout d'abord, on a maintenant des dispositifs qui sont de plus en plus communicants, qui sont capables de transmettre des informations. Et puis on a, vous le savez bien, depuis quelques années, cette contrainte de collecter des données sur la prise en compte de l'apnée du sommeil, afin derrière de transmettre ces informations avec tout un mécanisme de facturation et de prise en charge qui est directement lié à la qualité donc de ce traitement et à l'observance par le patient de son traitement. On a là une tendance, et on le sait bien, qui va s'affirmer avec, on l'imagine très bien dans les années qui viennent, une évolution réglementaire avec de plus en plus la prise en charge, la prise en compte de cette qualité du traitement et de l'observance. Enfin, eh bien, les objets connectés, les dispositifs communicants, des équipements qui sont de plus en plus techniques et qui disposent dorénavant même d'intelligence embarquée, eh bien, ce sont de nouvelles techniques qu'il faut savoir intégrer et profiter donc de ces évolutions techniques dans la prise en compte du patient à domicile. Ensuite, pourquoi collecter des données? Eh bien, évidemment, pour les diffuser, pour les analyser, les synthétiser et projeter cette information, diffuser cette information vers les prescripteurs et continuer donc à chercher quelles sont les solutions innovantes sur lesquelles on peut s'appuyer, mais toujours au service d'une meilleure observance et d'une meilleure prise en charge du patient. Alors, je crois que c'est à la fois un élément du passé, du présent et de prospective, hein, la collecte de données, et puis ce que l'on peut appeler finalement le paiement à la performance et le parcours de soins. Tout ça, c'est parfois un peu fouillis, mais à la fois très clair quand on dissèque le sujet. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un recul maintenant de plusieurs années hein, sur la collecte de données et la notion d'observance en vie réelle au travers du traitement de l'apnée du sommeil, de la PPC. Donc on a du recul, on a pu voir les effets positifs finalement sur tous les items de cette digitalisation finalement d'un dispositif et de la prise en charge du patient. Et on devine, on voit bien que c'est aussi potentiellement demain des applications similaires à l'apnée du sommeil dans d'autres types de prise en charge. J'ai eu la chance moi, de travailler encore l'an dernier sur un sujet autour de la perfusion. On a cherché à travailler un modèle côté FEDEPSAD, hein, je fais un peu de pub pour mes anciens collègues, sur la perfusion à domicile en disant finalement le CPS demande aux prestataires de baisser le prix des prestations. Les prestataires répondent comme toujours que la croissance elle est plutôt liée au virage ambulatoire, au succès des politiques de santé, donc il y a de plus en plus de patients, certes, il y a une croissance du secteur, évidemment, mais finalement, le coût par patient et la prise en charge des patients, elle est bien réalisée par le PSAD, à savoir avec les bons dispositifs entre les différentes technologies, hein, diffuseurs, perfusion, etc. Et donc, le coût par patient est maîtrisé du point de vue du PSAD, mais pas forcément du point de vue du CPS. Donc, voilà un exemple qui probablement évoluera dans le temps. Je suis plus aux manettes pour en parler plus avant, mais c'est pour donner une illustration concrète sur laquelle la profession travaille aussi, c'est se dire demain, dans la perfusion et très certainement dans le diabète et d'autres domaines d'application où on peut à la fois mesurer des données, évaluer l'observance de manière très différente, évidemment, selon les pathologies et types de prise en charge, avec l'aide de dispositifs connectés qui relèvent un certain nombre de paramètres, et donc garantir à la fois cette bonne observance qui est quand même, une fois de plus, l'objectif majeur, prioritaire, hein, puisqu'il s'agit de la bonne qualité de prise en charge du patient, mais aussi dans ses déclinaisons économiques et sur les enjeux de devenir des PSAD, une capacité à démontrer, tracer et faire finalement, par la preuve, la démonstration que les PSAD sont des acteurs qui savent prendre en charge les patients à domicile et puis, un jour des professionnels de santé et plus être un acteur de santé marginalisé dans le système. Un peu loin du sujet, mais c'est pour dire que ces enjeux de collecte de données
sont tellement essentiels qu'ils servent aussi à des objectifs de ce type-là. Voilà, l'apnée du sommeil a permis de démontrer et de défendre aussi d'une certaine manière la profession, et puis surtout d'amener des réponses beaucoup plus réactives, concrètes, économiquement beaucoup plus performantes par la télésurveillance, la téléobservance, pardon. Le suivi des patients en est renforcé. Je crois que c'est un enjeu qu'il ne faut jamais perdre de vue. La finalité de cette profession est trop importante pour le ramener systématiquement à des notions économiques. Mais évidemment, il faut allier les deux, et les technologies, en particulier connectées, sont au cœur, je pense, et c'est quelque chose de partagé dans la profession, pour demain, évidemment, garantir cette qualité de prise en charge, améliorer, là encore, les qualités de prise en charge au niveau des patients, tout en démontrant que économiquement, le modèle est viable, voire de plus en plus compétitif. Il y a parfois même des gains économiques, on l'a vu avec l'apnée du sommeil, il y a moins d'interventions parce qu'il y a de la téléobservance, donc il y a un partage, je dirais, des économies qui peut s'opérer avec le régulateur. Donc, un enjeu évidemment essentiel, la donnée, la data, la collecte de données. Pas simple, parce que ce sont des quantités de données astronomiques. Là aussi, il faut mettre de l'intelligence artificielle peut-être, mais aussi beaucoup d'expertise humaine derrière. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Des compétences techniques, humaines et intelligence artificielle, si on les appelle comme ça, c'est la bonne combinaison du deux qui vont permettre de, une fois de plus, répondre à cet objectif et enjeu majeur de prise en charge, avec une dimension économique acceptable compte tenu des tailles et des croissances de marché. D'accord, merci Christian pour cet éclairage métier. Je vous propose maintenant de passer aux solutions qu'on peut apporter en réponse à ces différents enjeux et à ces différentes problématiques. Alors, on a cherché chez Comarch, dans notre portfolio de solutions, quelles étaient les solutions qu'on pouvait adresser, qu'on pouvait utiliser, exploiter pour répondre à ces différents enjeux. Alors tout d'abord, comment maximiser le temps utile, comment exploiter les données de localisation, les compétences des équipes, mixer l'ensemble de ces informations tout en tenant compte des contraintes métiers pour intervenir au mieux au chevet du patient et utiliser au mieux les compétences utiles. Comment ensuite collecter les données, comment assurer une collecte sécurisée de ces données et comment analyser ces informations pour restituer une information pertinente. Ça, c'est le deuxième sujet qu'on a adressé. Enfin, le reporting, puisque lorsqu'on a récupéré toutes ces informations, et comme le disait Christian, on travaille sur des volumes extrêmement importants, donc il faut les synthétiser, il faut les organiser et projeter, je dirais, l'information utile et qui va permettre justement d'en tirer des informations pertinentes. Et enfin, comment diffuser cette information au travers de portails vers les professionnels. Donc, c'est tout un ensemble de modules qu'on a mis au point, sur lesquels on travaille depuis près d'1 an, et qui vont compléter la solution Sanopsad, qui est en fait un ERP qui va lui traiter, je dirais, les besoins basiques d'un prestataire de soins à domicile, et donc qui vont exploiter ce modèle de données qui est riche, complet et spécialisé. Donc, si on passe sur la slide suivante, on va détailler chacun de ces modules. Alors, le premier module, c'est un module qui... Alors, non, avant d'adresser les modules, juste peut-être un petit focus sur l'ERP Sanopsad. Alors, comme le disait Mathieu en préambule, en 2020, Comarch a acquis la société 2CSI, qui est une société qui existait en France depuis près de 25 ans et qui avait développé une forte compétence dans les outils et les solutions de type ERP pour les établissements. Alors, établissements de santé de type CCR-MCO, mais également, depuis quelques années, une solution à destination des PSAD. Donc, on s'appuie sur un socle qui est
spécialisée, puisque c'est une solution dédiée pour les PSAD, qui est très riche et très paramétrable. Alors, une base de données qui est extrêmement bien conçue, qui intègre notamment l'organisation des entités qui peuvent être multiples à un niveau, mais qui intègre également les acteurs divers et les sous-traitants auxquels on peut également faire appel dans ce type d'activité. On va avoir des hiérarchies complexes pour l'ensemble des objets qu'on va manipuler, et donc une information très détaillée avec des formulaires qui peuvent être configurables par l'utilisateur. Alors, je vous ai mis sur la droite un exemple de ce qu'est un modèle de données. Alors là, c'est une abstraction, puisque c'est une ontologie qui s'adresse aux interventions des prestataires de soins à domicile. Et vous voyez, c'est tout de suite très, très complexe, parce qu'on va tenir compte des compétences des différents intervenants, des habilitations. On va tenir compte des ressources disponibles, des ressources matérielles disponibles. On va également avoir un axe géographique à prendre en compte. Donc tout de suite, on s'appuie sur des modèles de données qui peuvent être très complexes. Ensuite, c'est un logiciel qui va traiter l'ensemble des processus de la société avec une forte composante de modélisation et de paramétrage qui va permettre vraiment de personnaliser l'application et de coller vraiment à l'activité, avec la prise en compte dès le début, dès les premières opérations, de l'ensemble des contraintes liées à l'activité, notamment en intégrant complètement les LPP et en permettant, à partir de ces nomenclatures, de créer un cadre d'intervention qui va être personnalisable et qui va permettre d'intégrer justement les opérations ou les spécificités de chaque acteur. Donc on a un suivi de l'ensemble des étapes, et ça c'est extrêmement important, puisque on va être capable de tracer l'ensemble des opérations qui ont été réalisées et d'avoir une traçabilité complète de ces opérations, ce qui va nous être utile ensuite pour l'analyse de ces informations, afin d'en restituer toute l'intelligence qu'on peut en tirer. Donc, si on passe sur les modules, donc on a cette base logicielle sur laquelle on va venir greffer différents modules. Alors, le premier module sur lequel on a travaillé, c'est un module qui existe chez Comarch depuis de nombreuses années, qui est un module de pilotage des intervenants, mais dans un contexte plus large, puisque cette solution notamment qui est utilisée par Orange, et on l'a en fait spécialisé pour le métier du prestataire de soins à domicile. Alors on a effectivement les fonctions de base qui sont les fonctions d'automatisation et d'optimisation des interventions. On va pouvoir s'adapter aux différentes situations, on va prendre en compte l'ensemble des conditions, et on va disposer d'une console de pilotage qui va permettre notamment d'améliorer constamment l'organisation en tenant compte des retours d'informations qu'on va pouvoir analyser. Mais on va aussi disposer d'un outil... Vous allez faire les vaccins alors? Non, on les soigne. Pardon. Bon, on va également disposer d'un outil de suivi des intervenants, donc avec une application qui va permettre de communiquer les informations en centrale, mais également vers le patient. Et on va détailler, et c'est là justement l'apport métier sur ce module. On va détailler l'ensemble des opérations de manière très précise, de manière à ce que l'intervenant puisse avoir un guide opératoire qui va aller vraiment dans le détail et qui va lui permettre d'acquitter chacune des interventions, chacune des opérations réalisées à domicile, et qui va permettre également d'obtenir, de recueillir la signature du patient. Enfin, on va évidemment tracer l'ensemble de ces opérations de manière à avoir à conserver l'ensemble des informations sur ce module. Donc ça, c'est le premier module qu'on adresse, donc un module d'optimisation des interventions.
On va proposer aussi une plateforme sur laquelle Comarch travaille depuis quelques années, puisqu'on s'est spécialisé sur la collecte des données. On a aujourd'hui près d'une trentaine de dispositifs qui sont connectés à cette plateforme, sur lesquels on va pouvoir piloter à distance et sur lesquels on va pouvoir également collecter de l'information. Alors, cette plateforme permet ensuite un accès sécurisé pour les professionnels qui vont ensuite accéder à l'ensemble de ces informations et qui vont pouvoir suivre, par exemple, les constantes dans le temps et les relevés issus de ces différents dispositifs. On a sur cette plateforme également un système d'alerte qui va envoyer des alertes qui sont entièrement paramétrables, c'est-à-dire qu'on va définir des bornes et au-delà de ces bornes, lorsqu'on récupère une information qui dépasse ce niveau, on va pouvoir envoyer immédiatement une information vers un centre de suivi. Et enfin, on dispose aussi sur cette plateforme d'une couche d'intelligence artificielle qui permet, alors ça on l'a plutôt développé dans le cadre de la cardiologie, qui permet sur un grand ensemble d'informations de repérer les données qui vont être problématiques, et donc sur un tracé cardiaque par exemple, de faire le focus sur les problèmes potentiels. Et donc ce qui permet aux professionnels ensuite de se concentrer uniquement sur ces cas. Enfin, on a développé également, et ça a été plutôt très utile ces derniers temps avec la situation et l'augmentation considérable des téléconsultations, une solution de téléconsultation augmentée qui permet d'aller chez le patient avec, donc on propose une mallette transportable qui est composée d'une dizaine d'objets connectés, donc un stéthoscope, un thermomètre connecté, une balance, un dermatoscope, etc. Et l'ensemble de ces dispositifs étant déjà sélectionnés pour leur robustesse et puis leur capacité à communiquer par Bluetooth, sont donc appairés avec une tablette qui est fournie dans la mallette et qui permet donc de réaliser la prise de constante de manière très simple et de rentrer en communication avec le médecin au travers de cette plateforme eCare et ce qui permet donc à l'aidant, au chevet du patient, de réaliser l'ensemble des gestes, la prise de constante et de mettre en place cette vidéoconférence. Donc ça, c'est la plateforme eCare, donc qui va compléter donc le RP Sanopsad sur la partie collecte d'informations. Et on a également beaucoup travaillé sur l'aspect analytique avec un outil qui est un outil d'analyse BI Point, qui est tout à fait comparable aux standards du marché en termes de solutions de BI. Mais on a travaillé spécialement, et là on a beaucoup travaillé avec nos clients pour produire un ensemble de tableaux de bord et de modèles de données adaptés au PSAD. Donc aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de modèles de données. Alors ça va des interventions aux factures, en passant par les contrats. Ces informations sont extraites donc régulièrement de l'ERP et vont permettre de proposer des données analysées, synthétisées sous une forme de rapport, donc des rapports qu'on a également travaillé avec nos clients. Donc on dispose de base d'une bibliothèque de rapports prédéfinis et on a évidemment la possibilité de paramétrer ses propres indicateurs et pourquoi pas d'aller chercher des données dans d'autres logiciels. Et enfin, donc slide suivante, on propose également une solution de portail prescripteur, mais également de portail patient. Donc ce sont deux portails qui permettent de diffuser l'information vers le prescripteur, donc une information qui
qui va être donc collecté auprès des patients, donc directement issus des dispositifs connectés, mais également l'ensemble des relevés d'intervention. Et on va donc pouvoir projeter et diffuser cette information vers le prescripteur de manière complètement sécurisée. Et on a également, pour le patient, également un portail qui va permettre d'échanger avec le professionnel, de positionner des rendez-vous, d'annuler des rendez-vous, de reporter des rendez-vous, d'avoir des rappels par SMS avant l'intervention, mais également un portail qui va permettre d'échanger des documents de type ordonnance, par exemple, ou renouvellement d'ordonnance. Donc voilà pour l'ensemble des modules qui vont compléter notre ERP et apporter de la valeur ajoutée à nos solutions et répondre aux différents enjeux qu'on a évoqués, tels qu'on a évoqué, d'optimisation, afin de libérer du temps et de permettre au PSAT de se concentrer donc sur son métier. Donc voilà pour cette présentation. Merci pour votre attention. On va passer maintenant, je pense, à la partie échange, si vous avez des questions. Merci beaucoup Bruno. Super intéressant comme présentation et puis au niveau des réponses sur les enjeux, effectivement il y a beaucoup de solutions qui existent. Est-ce que déjà au niveau de l'audience, des participants, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Je sais que c'est pas simple quand c'est en format un peu digital de lever la main, de mettre la caméra ou d'allumer le micro. Mais si vous avez des questions concernant en fait les enjeux que vous rencontrez, s'il y a des solutions que vous aimeriez voir présents sur le marché, des retours d'expérience vis-à-vis de ce sujet-là en fait du secteur de la santé à domicile, n'hésitez pas. Je suis sûr que mes collègues de Comarch se feront un plaisir de vous répondre et pareil de mon côté si j'ai des éléments pour le faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Tout a l'air d'être très clair, du coup. Je vais peut-être du coup prendre la main sur potentiellement une question. On a vu qu'effectivement, donc c'est un secteur qui est ultra réglementé, ce qui se comprend tout à fait. Comment vous, en fait, au niveau de Comarch, vous faites en sorte que effectivement cette réglementation ne soit pas un frein au développement de solutions et que ça soit aussi un moyen aussi de pouvoir apporter effectivement concrètement de l'innovation sur le terrain et que cette innovation soit utile pour les professionnels de santé qui sont mobilisés pour répondre à certaines attentes, notamment des patients surtout. Est-ce que vous voyez ça plutôt effectivement comme un réel frein qui empêche au développement de l'innovation ou est-ce que ça peut être utilisé comme un levier? Alors, effectivement, hein, on a un ensemble de contraintes et de règles à suivre dans ce métier qui est très, très réglementé et qui est encadré par une nomenclature qui est la nomenclature des LPP, hein, la liste des prestations et produits remboursables. Donc, ce qu'on a fait en fait dans nos solutions, c'est qu'on a complètement intégré cette problématique en la transformant justement en un atout, car on permet, à partir de cette nomenclature, donc c'est une nomenclature complexe à n niveau, de cadrer complètement la prestation dès la prise de commande, dès les premières étapes du processus,
en donnant la possibilité aux utilisateurs, donc aux prestataires, de définir par rapport à un cadre réglementaire, eh bien, quelles vont être les opérations qui vont être réalisées, quels vont être les produits et les matériels que eux vont proposer par rapport à cette prestation, et ce qui permet d'être un véritable accélérateur dès la prise de commande, dès les premières étapes du processus, et un contrôle de l'ensemble des opérations. Donc en fait, quelque part, cette contrainte, on l'a transformée en un atout, puisque ça permet, grâce à du paramétrage, alors évidemment, il y a du travail de paramétrage et de réflexion en amont, et à chaque fois que les LPP changent, et ça arrive assez régulièrement, il faut reconsidérer, en tout cas, penser à comment on va adapter ce paramétrage, mais derrière, c'est un gain de temps, et c'est surtout un contrôle et un cadrage de l'ensemble des opérations. Donc plutôt un levier qu'un réel frein. Je dirais pas que c'est. Il y a quand même cette problématique à prendre en compte, hein, comme le disait Christian tout à l'heure. C'est un métier extrêmement réglementé et ces contraintes, elles peuvent s'avérer lourdes à prendre en compte par le PSAD. Donc il y a quand même sur le plan opérationnel à prendre en compte de l'ensemble de ce réglementaire, mais quelque part, cette capacité à définir et à organiser en fait l'ensemble des interventions et l'ensemble des opérations en relation avec ces nomenclatures, c'est en tout cas tel qu'on l'a conçu, c'est un véritable accélérateur. Ouais. Et surtout, c'est aussi quelque chose qui, à la fois, permet d'optimiser le circuit, mais en même temps, permet de cadrer complètement les opérations et de vérifier qu'on a bien traité l'ensemble de ces contraintes. Et à l'arrivée, donc, c'est un processus qui est plus complet, des informations qui sont archivées, historisées, donc opposables, et à la fin, un processus de celui qui casse la tête à tous les prestataires de soins à domicile, hein, c'est le processus de facturation de remboursement qui est sécurisé et là on évite des tas d'erreurs et de retours. D'accord, ok. Merci beaucoup. Peut-être une question pour Monsieur Marie. Je ne sais pas si vous êtes encore présent parmi nous. Absolument, toujours là, oui, bien sûr. Super. Merci beaucoup. Je me posais en fait une question, je pense, vis-à-vis de l'expertise que vous avez en tant qu'ancien directeur justement de PSAD. Est-ce que vous avez en fait, selon vous, en fait, le vrai frein au développement en fait de l'activité de prestation de santé à domicile, est-ce que le numérique peut vraiment répondre à ces freins-là? Et si oui, comment? Parce que je pense qu'il y a des freins en fait qui font que ce secteur a une tendance en fait au développement qui n'est pas forcément aussi rapide et exponentielle que peuvent avoir d'autres, et que le numérique peut donner un peu d'engouement là-dedans. Mais comment en fait ça peut je dirais, se mettre en place sur un terrain plutôt marché? Alors, je ne sais pas si on peut véritablement parler de frein au développement économique, puisque ce sont des activités en croissance, hein, et le CEPS ne manque pas de le rappeler aux acteurs du secteur. Donc en volume, on a une croissance. Par contre, en termes de remboursement au niveau de prix, il y a un vrai défi de ce point de vue-là, qui est entendable hein, dans une certaine mesure. J'insiste sur l'ensemble de la France, dans une certaine mesure, parce qu'il y a des économies d'échelle, il y a des concentrations d'entreprises, il y a toujours des leviers de productivité, mais même les arbres ne montent pas au ciel. Hein, donc la profession est aussi confrontée à un moment donné à des barrières et puis surtout dans la rapidité de mise en œuvre de nouvelles mesures, c'est pas toujours compatible avec la réalité des entreprises à qui on demande, et on l'a vu au travers de la crise du Covid, d'être mobilisé et de contribuer à sa juste échelle, hein, mais à contribuer aussi aux politiques de santé publique, quels que soient les domaines, que ce soit sur le plan de la prise en charge de patients, de ne pas avoir de zone blanche en France, économiquement être compétitif, etc., etc. Il faut que ce métier réponde à tous ces enjeux-là. Donc, pour être plus précis dans ma réponse à votre question, je crois que l'enjeu data lié à ce secteur d'activité, moi j'en vois au moins deux comme ça essentiels. Le premier, c'est la reconnaissance de ce métier
pour avoir une meilleure reconnaissance de la profession, c'est-à-dire finalement accepter que ce n'est pas un métier de logisticien, ce qui a souvent été l'image qui colle à cette profession. Je ne dévalue pas du tout les métiers de logisticien, je veux simplement dire que ce n'est pas ce métier-là, c'est une activité de soins à domicile, plus ou moins techniques, plus ou moins, qui font plus ou moins appel à des compétences qualifiées, diplômées, etc. Mais in fine, c'est un contact patient, d'accord ? Et par rapport à ça, la reconnaissance de l'activité, elle est intimement liée, ça c'est vraiment un parti pris, une forte conviction que j'ai, je crois qui est assez partagée dans le métier, à la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle doit passer par la capacité aussi de ce métier, à être force de proposition, pas uniquement crier au scandale quand il y a des baisses de prix, mais aussi anticiper, promouvoir ses activités, promouvoir son modèle, qui est archi connu et reconnu une fois que les patients sont pris en charge. Les taux de satisfaction sont très très élevés dans les enquêtes patients. Et je crois que la data est un des alliés essentiels pour y parvenir. Il y a d'ailleurs un outil qui s'appelle Santé d'Homstat, qui a été mis en place par l'ensemble de la profession pour justement mieux mesurer, mieux évaluer l'activité, je dirais, des PSAD. Donc oui, la data est un levier essentiel pour la profession pour contribuer à cette reconnaissance. Ce n'est pas le seul outil, mais il est essentiel et majeur dans le dispositif. Et puis aussi, le deuxième enjeu majeur que je vois à ça, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, on parle de plus en plus de paiement à la performance, de qualité de prise en charge, de traçabilité, de besoins. On le voit, Stop Covid est censé aider à lutter contre une pandémie, toute proportion gardée dans d'autres domaines d'application. Et la technologie a permis de faire des progrès significatifs dans la prise en charge de patients, sur la qualité des soins qui leur sont donnés, de par cette collecte de données et suivi. Et je crois qu'un des leviers pour répondre à tous ces enjeux à la fois économiques, de qualité de soins, de proximité, de formation des équipes, c'est essentiel. J'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur le fait que la valeur ajoutée essentielle d'AMSAD, ce n'est pas uniquement d'avoir des bons dispositifs, c'est surtout d'avoir des bons collaborateurs capables de déployer cette valeur ajoutée auprès des patients et du marché en général. Donc les data et le système d'information ont un rôle majeur, bien sûr, aussi dans la capacité à suivre, évaluer, toujours avec ce rapport qualité-prix et qualité de service essentiel dans ce métier. C'est incontournable, je crois. Maintenant, je défonce des portes ouvertes, j'imagine, mais c'est jamais trop de le rappeler. Ok. Nickel. Peut-être une autre question, toujours pour vous, concernant en fait vos précédentes activités. Est-ce que vous avez des exemples? Parce que je sais que le marché en fait PSAD est assez varié, mais il y a quand même quelques gros acteurs qui sortent un peu du lot. Et puis on a des potentiels nouveaux entrants côté, je dirais plutôt start-up innovantes. Est-ce que vous avez eu déjà, par exemple, dans le cadre de vos activités, eu à collaborer avec des prestataires de services ou des startups qui proposent des solutions innovantes, qui toquent à la porte de certains grands industriels, on va dire, de ce secteur-là? Et si oui, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des cas que vous avez pu croiser dans votre expérience? Moi, mes différentes expériences ont permis de voir, c'est un peu plus de cette dernière décennie finalement, donc que du recul, l'émergence des objets connectés, qu'on avait qualifié finalement à la fois des objets connectés plutôt de bien-être, c'est comme ça que je les ai identifiés. Et c'est pas les dénigrer là une nouvelle fois, mais lorsque les Weezings et autres acteurs de ce type-là sont venus nous voir il y a une bonne dizaine d'années et avec qui on a échangé, on a fait des partenariats, on a distribué leurs produits, on a essayé de les intégrer aussi comme des éléments qu'on peut mettre auprès des patients pour relever des constantes, faire le suivi d'un poids d'un patient en nutrition, etc. etc. Bref, donc tous ces objets connectés, j'ai pu observer l'intérêt qu'on avait eu à les utiliser, à la fois chez Alcura et Homperf. Le point d'achoppement, et je crois que c'est assez général dans l'industrie de la santé en général, de manière globale, c'est que finalement, il y a des domaines d'application qui sont parfois intéressants, mais trop jeunes. Et surtout, il y a toujours cette barrière qui va payer. C'est-à-dire que dans le collectif, dans l'inconscient et le conscient collectif en France, si c'est pris sur une carte
un forfait de soins à l'hôpital ou dans une structure quelconque, et qu'il s'agit de débourser pour la santé, bah, ça devient très très compliqué de rendre viable des projets. Donc ça a été, je dirais, au long cours, sur les 12 ans que j'ai passé dans cette activité-là. Souvent, un des principaux freins, c'est comment on finance une super idée qui a une application, tant qu'elle n'est pas reconnue par une ligne de remboursement de la Sécu, quelle qu'elle soit, et quel que soit l'environnement ou le chapitre de la Sécu auquel on fait allusion. Hein. Mais de plus en plus, oui, un intérêt des patients. Hein. Il y a des patients relativement jeunes, malheureusement, j'ai envie de dire aussi chez les PSAD, qui sont sensibles du coup, aux nouvelles technologies, et suivre et accompagner leur traitement par ces éléments-là peut rencontrer un intérêt chez eux. Le corps médical aussi, mais dans une mesure, je dirais là aussi, plus ou moins avérée. C'est-à-dire que les professionnels de santé, qu'ils soient médecins à l'hôpital, en ville, pharmaciens et autres, finalement, être noyés sur des workflows, des mails et des sites pour collecter de la data sur leurs patients, la data brute, finalement, n'a pas d'intérêt. Là aussi, ce qui fait vraiment la preuve et l'intérêt d'avoir des datas, et je fais notamment allusion à l'apnée du sommeil, il y a un pneumologue, si on lui met des données brutes de PPC, et, même avec un rapport un peu amélioré de la pompe, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui va l'intéresser, c'est le compte-rendu que va faire le technicien ou l'intervenant en face à face ou au téléphone, et qui va interpréter, donner sa version de cette observance. Et là, une nouvelle fois, on voit que toute la valeur ajoutée, elle est dans la personne qui accompagne les datas. Alors, évidemment, il faut les datas, il faut des datas fiables, il faut des datas de qualité, il faut parfois même de l'intelligence artificielle pour rendre tout ça accessible et intelligible. Mais une nouvelle fois, la différence se fera dans la relation humaine entre le prescripteur, le patient, enfin l'écosystème du patient finalement, le prestataire, son IDL, etc. etc. Donc, mais fondamentalement, je crois que c'est un des leviers, un des axes en termes à la fois d'innovation et stratégique pour cette profession, que de trouver des issues à des nouveaux dispositifs connectés dans des domaines d'application qui ne sont pas encore forcément utilisés aujourd'hui. Et le tout numérique, je ne crois absolument pas, on reste aussi dans un métier de proximité, de santé, hein, une fois de plus, mais quand même, le numérique doit et peut encore accompagner probablement un certain nombre de prises en charge et de pathologies, avec ces doubles objectifs, ou multiples objectifs, de qualité de prise en charge et de coût pour le système de santé. Et de sécurité aussi, je pense. Sécurité vis-à-vis des données qu'on collecte. Je pense qu'il y a un réel enjeu autour de cette question, en fait, parce qu'on parle beaucoup d'IA, de données de santé. Alors, pas forcément uniquement sur le secteur de la prestation de domicile, mais si je parle au niveau vraiment global du secteur de la santé en tant que tel, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un article sur justement les enjeux liés à la sécurisation des données. Là, récemment, il y a 2 hôpitaux qui se sont fait pirater aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un réel enjeu sur, effectivement, oui, on promouvoir la technologie, promouvoir le numérique, les objets connectés, collecter des données, faire en sorte qu'en fait, ces données soient utiles, bien sûr, aux patients, mais aussi aux professionnels de santé dans le cadre de leur activité, mais tout en, je pense, en n'oubliant pas en fait le cadre humain, surtout dans un secteur qui est celui des prestataires de santé à domicile. Donc ça, c'était mon petit avis à moi. Peut-être une question pour Comarch concernant effectivement vos activités. Donc on a vu qu'il y avait pas mal de solutions qui étaient déjà déployées et commercialisées sur ces différents sujets-là, d'analyse de données, de pilotage d'activités, de répondre aux enjeux aussi de la performance de ce secteur-là. Vous, en fait, comment vous voyez en fait ce secteur se développer et quelle vision vous avez en fait des prochaines étapes du secteur de la santé à domicile? Est-ce que ça va être une digitalisation à tout va? Est-ce que en fait c'est un secteur qui va se regrouper avec quelques grands acteurs majeurs? Ou est-ce que vous voyez aussi peut-être potentiellement une arrivée de start-up ou de porteurs de projets innovants qui viennent aussi un peu disrupter un peu le marché? Comment vous voyez un petit peu ça dans les prochaines années?
Alors, c'est une question pas très évidente. C'est difficile de se projeter comme ça sur plusieurs années. Mais à la lumière de ce qui se passe en ce moment, alors pour rebondir sur ce que disait Christian à l'instant concernant la difficulté de trouver un modèle, on participe, nous, à plusieurs expérimentations en cours. On est partie prenante donc, dans la rédaction d'article 51 qui ont pour objectif justement de proposer des solutions innovantes et d'obtenir cette ligne de remboursement pour que derrière, on ait un modèle qui puisse être proposé et accepté. Parce qu'effectivement, on a beau proposer des solutions et avoir des solutions de plus en plus techniques, de plus en plus intelligentes, derrière, notamment en France, hein, pour que ces solutions soient adoptées et qu'elles puissent être déployées, il faut qu'elles soient prises en compte par les institutions de santé et notamment par la sécurité sociale. Donc, il y a toute cette démarche, mais on voit bien que c'est une démarche assez générale. Et donc, on pressent effectivement que des nouvelles activités vont naître grâce justement à ces nouvelles possibilités offertes par le big data, l'intelligence artificielle. Donc, il y a cet axe-là sur lequel on travaille beaucoup. Par rapport au PSAD eux-mêmes, ce qui nous remonte de nos échanges avec les professionnels de santé, c'est que face aux contraintes, au volume d'intervention et au nombre augmentant, hein, de personnes à domicile à suivre, il va falloir déployer de plus en plus de personnel et travailler en étroite collaboration avec les hôpitaux, avec le service public. Et donc, on sent aussi, et dans les projets qui nous sont commandés en ce moment, on sent ce besoin de travailler dans une coopération multidisciplinaire au sein de services de CHU qui vont faire appel ponctuellement à des PSAD, les PSAD s'appuyant également sur des réseaux affirmés, par exemple. Donc il y a toute cette organisation multi-entité qui va, à mon avis, émerger, donc avec ce besoin de connectivité, d'interopérabilité. D'accord. Du coup, ça va sûrement aussi faire en sorte que ce lien, en fait, médecine de ville, médecine d'hôpital se fasse d'une façon un peu plus efficiente. Parce que je pense qu'il y a un enjeu aussi. Avec la crise qu'on vit actuellement, que c'est un besoin crucial. Et que tous les programmes qui sont mis en chantier en ce moment visent à plus d'interopérabilité et à une mise en commun des forces, je dirais, terrain pour permettre aux patients d'être mieux soignés à domicile, pour éviter les déplacements à l'hôpital. Donc, on a vraiment cet enjeu à traiter. Ok. On va vraiment aller dans cette direction. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que dans l'audience, dans ceux qui sont encore présents, je vois qu'il y a encore 29 personnes de connectées, est-ce que vous avez peut-être des remarques sur les solutions présentées, sur les enjeux qu'on a évoqués? Est-ce que vous êtes plutôt en phase ou pas? Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez ouvrir le micro, il n'y a pas de problème. On ne va pas vous manger. Ok, donc pas de questions. Eh ben, écoutez, je pense que ça a été du coup très clair, je pense. Merci à toutes les personnes connectées. J'espère que cet atelier a su répondre à certaines de vos questions. En tout cas, pour notre part, on a effectivement bien évoqué la plupart des enjeux. Je pense que c'est un secteur qui, comme l'hôpital, se digitalise de plus en plus avec l'intervention de nombreux acteurs. Je suis effectivement d'accord avec ce que Bruno a dit à la fin sur cet enjeu aussi autour de la collaboration et
de travailler en fait entre plusieurs acteurs pour répondre à certaines de ces problématiques, notamment liées à la prise en charge des patients, mais aussi je dirais à l'amélioration des performances pas des professionnels de santé, mais de la structure de soins, et que du coup, cet atelier aura, j'espère, servi à éclairer un peu votre vision de ce secteur-là. Donc, Eurasanté organise des ateliers de ce type-là de façon assez fréquente. Vous pouvez vous rendre sur notre site web pour regarder dans la partie agenda les prochains événements. On en organise un autre jeudi, pareil, à 16h sur la thématique de la digitalisation, mais cette fois-ci plus dans le secteur des EHPAD, toujours en lien avec Comarch. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes présentes. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va compiler les présentations de chacun et puis on va faire un email récap à l'ensemble des personnes qui étaient connectées, ceux qui n'ont pas pu se connecter, on leur enverra aussi les présentations. Si vous avez des questions, si vous souhaitez être mis en relation aussi soit avec Eurasanté, soit plus particulièrement avec Comarch, parce que vous avez des enjeux spécifiques et que potentiellement ils peuvent répondre à certains de vos besoins, on prendra contact avec vous, on essaiera aussi de vous mettre en relation. Ça fait partie aussi des objectifs de ce genre d'atelier, c'est de pouvoir aussi créer un peu une émulation et de pouvoir faire du networking aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter moi directement, et puis je me ferai le plaisir de faire le lien avec Comarch, et puis je vous ferai suivre effectivement les présentations. Voilà. Merci beaucoup à tous, et puis à bientôt pour ceux que j'aurai le plaisir de croiser, notamment certaines personnes qui sont dans notre écosystème, et puis pour les autres, à disposition pour échanger. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.